Salut tout le monde. Vous savez, un truc que j'aime beaucoup avec les cartoons de l'âge d'or, entre autres, c'est qu'ils sont un véritable témoignage de l'histoire avec un grand H. Très instructif, plus ou moins ouvertement, sur les mœurs et les événements qui l'ont traversé. Et l'un des événements les plus importants de l'histoire durant les années 40, c'est bien évidemment la création officielle du Scrabble. Ah oui, et la Seconde Guerre mondiale, accessoirement. La Seconde Guerre mondiale fut un événement à l'impact très important sur la vie de tous les jours et ses nombreuses facettes, l'animation y compris. Et c'est pourquoi au début des années 40, furent créées beaucoup de productions relatives à ce sujet, principalement aux États-Unis. Et je trouve ça fascinant de voir le reflet de la vision de la guerre des Américains et des dessinateurs au travers de ces cartoons, surtout leur évolution suivant celle de la guerre elle-même. Ce sont évidemment pour la majorité des cartoons ayant mal vieilli tant ils sont ancrés dans un contexte, surtout ceux présentant des grosses caricatures qui seraient perçues comme honteuses si elles étaient faites dans notre société actuelle, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais ce sont aussi des cartoons iconiques dans la façon dont ils représentent un morceau important de notre histoire dont il est nécessaire de faire notre devoir de mémoire, et comme je l'ai dit dans la façon dont ils représentent les mœurs d'alors qu'il ne faut pas oublier non plus, au risque de faire comme si ces mœurs n'avaient jamais existé. C'est d'ailleurs ce genre de rappel que font certains distributeurs, et notamment Warner Bros, plaçant à l'ouverture de ces DVD en général un message rappelant le contexte dans lequel ces cartoons ont été produits et la raison de leur présence en non censuré, ce qui n'empêche pas certains de leurs cartoons plus extrêmes d'être purement bannis, mais on y reviendra. Bref, cette digression faite, j'aimerais revenir avec cette vidéo sur ces cartoons d'un autre temps, en plein dans un événement que nous ne souhaitons jamais voir se reproduire à l'avenir, et montrer leur façon de refléter la Seconde Guerre mondiale, voire d'y prendre part à leur manière. Au cas où, je précise que c'est une vidéo à caractère éducatif, dont le but est de revenir sur notre histoire, quitte à passer par les moments les plus sombres de l'humanité, comme la haine de l'autre et par conséquent le racisme choquant. Nous ne devons pas faire comme si nous ne sommes jamais passés par là justement, donc gardez cela en tête pour ne pas me tuer quand je passerai par des trucs comme ça. Le programme du jour est gratiné, ouais. Ah, et dernière chose avant de commencer, je sais que d'habitude je ne cite pas souvent mes sources, mais là je dois faire un clin d'œil à l'émission Toonheads, diffusée sur Cartoon Network aux US entre 1992 et 2003. Une émission revenant sur les cartoons de l'âge d'or tournant autour d'un thème particulier, comme un personnage, un réalisateur ou autre, et truffée d'anecdotes bien sympas. J'envie les gens qui ont grandi avec. Il y a un épisode dédié aux cartoons faits durant la Seconde Guerre mondiale, et c'était une de mes sources principales dans l'écriture de cet épisode, donc merci à toi Toonheads. Bref, allons-y Alonso. Alors les dessinateurs de l'époque n'ont pas attendu la Seconde Guerre mondiale pour évoquer la guerre en elle-même dans certains de leurs cartoons, ils l'ont même fait très tôt. La Première Guerre mondiale était encore relativement fraîche dans l'inconscient collectif, mais suffisamment loin pour qu'on puisse se permettre de revenir dessus en la prenant à la rigolade. Toute proportion gardée. Bien que les horreurs de la guerre soient montrées dans ces cartoons, elles étaient exagérées par le prisme de l'animation pour, d'une certaine façon, finalement les dépeindre d'une façon comique. Soit on montrait un champ de bataille véridique mais on ne précisait pas qu'il s'agit de la Première Guerre mondiale, soit c'était fait sous forme d'analogie lors d'une bataille entre deux camps. Parmi les premiers exemples, nous avons The Barnyard Battle en 1929 du côté de chez Mickey et Disney, sous forme de guerre entre les souris et les chats, et Bosco the Dove Boy en 1931 du côté de chez Warner. Du coup, on s'en doute, avec la guerre finie depuis déjà plus d'une décennie, il n'y aura pas tellement de cartoons évoquant le sujet. Cela dit, ça ne signifiait pas l'absence de cartoons patriotiques. Même avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des cartoons faits dans le but de refléter les belles valeurs de l'Amérique des États-Unis. Citons par exemple Old Glory, sorti un peu avant le 4 juillet 1939 et tiré du catalogue Warner. Un cartoon unique, à la fois pour le studio et pour le réalisateur Chuck Jones, même pour sa période à la Disney comme on dit, puisqu'il raconte de façon totalement sérieuse l'histoire des États-Unis pour devenir un pays démocratique. On y voit Porky tentant d'apprendre le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis, avant d'y renoncer en se demandant à quoi ça sert, pour finalement avoir dans son sommeil une vision de l'oncle Sam, lui expliquant donc ce qui a mené à ce serment. Oncle Sam, bien évidemment dans une tenue ultra patriotique telle qu'on lui donnait habituellement dans sa personnification, avec le chapeau américain, la chemise bleue avec des étoiles, et le pantalon blanc avec des rayures rouges. Ou alors rouge avec des rayures blanches. En termes d'animation et de direction, ce cartoon est unique pour le studio, car il utilise des techniques comme la rotoscopie et la surimpression, en général évitées par les cartoons moins ambitieux car coûteuses et rigoureuses. Comme l'animateur Tom Cito l'explique dans le livre Les 100 plus grands cartoons des Looney Tunes, Bob Clampett m'a dit un jour qu'il fallait batailler avec Léon Schlesinger pour lui faire approuver le tournage d'un pencil test occasionnel. Les cartoons dépassaient rarement les 6 minutes car Léon refusait de financer et planifier pour plus long. En comparaison, Old Glory était bien plus long qu'un cartoon Merry Melodies normal, près de 9 minutes. Le fait que ce producteur habituellement frugal autorisa son réalisateur novice à se la jouer Frank Capra devait signifier que, pour une fois, l'argent n'était pas la préoccupation du studio. Les hommes de Washington devaient être satisfaits.
C'est clairement un cartoon impressionnant d'une certaine façon, que l'on approuve son relent de patriotisme ou pas, ne serait-ce que pour ses valeurs artistiques. Perso, je suis particulièrement impressionné par l'animation de l'oncle Sam, qui lui n'est pas en rotoscopie, mais intégralement dessiné à la main par un certain Robert McKimson. Avant d'être un réalisateur, c'était clairement un dessinateur ultra talentueux, pouvant faire du très réaliste comme du plus cartoonesque, avec une vraie emphase sur l'acting pour faire ressentir les émotions et la personnalité des personnages par leurs mouvements. Mais bref, le sujet principal de cette vidéo, c'est évidemment les cartoons tournant autour de la guerre, et Old Glory sert assez bien de transition, puisqu'il a débarqué 2 mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler n'était pas inconnu des dessinateurs de l'époque avant le début de cette guerre. Par exemple, en 1933, dans Bosco's Picture Show, on le voit ridiculiser et poursuivre avec une hache une caricature du comédien Jimmy Durante. Peut-être parce qu'il était perçu comme juif alors qu'il ne l'était pas, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais vous le savez sans doute, et c'est pour ça que je vous le dis, les États-Unis ne se sont pas engagés dans la guerre dès le moment où elle s'est lancée. Bien que souhaitant la défaite de l'Allemagne nazie, dont l'occupation territoriale s'étendait, la majorité du pays ne voulait pas se retrouver impliquée dans la guerre, et en fin 1939, le Congrès a fait passer un traité de neutralité. Il permettait notamment aux navires américains de traverser des eaux dangereuses en toute sérénité par leur non-implication dans la guerre, ce qui explique notamment ce gag dans le cartoon Wacky Wildlife de Tex Avery, sorti en 1940, lors d'un sketch autour de canards visés par un chasseur. Fly, stupid, fly! You'll be shot! Why don't you fly away? Et justement, pour en revenir au cartoon, il y a eu un peu plus de cartoons tournant autour de l'armée des US et leur situation en temps de guerre, même avec le pays pas encore impliqué dedans. C'est pourquoi ils étaient majoritairement faits de sorte à tourner l'armée américaine en dérision, au travers de cartoons type à sketch présentant une vision comique, et particulièrement truffés de jeux de mots. Rocky Review de Fritz Freleng en 1941 était carrément une satire sur le fait que les États-Unis n'étaient pas assez préparés pour s'engager dans la guerre. Si j'en crois les commentaires sous ce cartoon d'ailleurs, certaines parties étaient une représentation véridique de l'armée d'alors, et elles le seraient apparemment toujours dans certains cas. Sinon, comme d'hab, pas tant d'allusions à la guerre que ça, encore moins des cartoons complets qui ont la guerre comme sujet, et quand c'était le cas, c'était encore une fois plus de l'analogie cartoonesque. Septembre 1941 marqua la création des cartoons Superman des frères Fleischer, soit des cartoons autour du super-héros le plus patriotique d'alors, mais au début ces cartoons-là n'étaient pas non plus trop évocateurs de la guerre, et tournaient plus autour d'histoires de science-fiction. Bref, les États-Unis étaient en quelque sorte dans leur bulle en exagérant le propos, mais vous l'avez compris, tout changea lorsque la Nation du Feu attaqua lors de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. L'histoire changea aussi bien pour le pays et la condition sociale de ses habitants que pour la représentation qui en était faite dans les cartoons. Il n'était désormais plus question de tourner la guerre et l'armée en dérision, mais de devenir plus patriotique et de donner l'optimisme et le courage aux Américains de traverser les 3 années et quelques de la guerre durant lesquelles le pays est bel et bien impliqué. Les cartoons se retrouvent de plus en plus jonchés de références à la période en cours, et se tournant autour des sujets de la guerre et de l'armée se multiplient. Les artistes en charge divisaient en quelque sorte les cartoons patriotiques en plusieurs catégories. Pour commencer, les cartoons envoyant leurs personnages au front ou sur le territoire des ennemis pour aller directement péter leurs rondelles. Bugs Bunny, Popeye, Daffy et Donald Duck, ils sont passés par là. Notamment Daffy qui a été tour à tour commando, pigeon/canard voyageur porteur de messages secrets, et responsable d'une large pile de ferraille réutilisable pour le matériel de l'armée. Certains sont même allés voir Hitler en personne, comme Daffy donc, et Bugs dans Herr meets Herr en 1945, soit vers la fin de la guerre, un cartoon voyant Bugs se retrouvant en Allemagne face à une caricature d'Hermann Göring. Un cartoon avant-gardiste pour avoir tâté le terrain pour What's Opera Doc et pour le début du running gag du mauvais chemin emprunté à Albuquerque, mais aussi voyant Bugs confronter Hitler à la fin, alors déguisé en Joseph Staline. À cette période de la guerre, Staline était perçu comme un allié des US parce que son armée avait battu celle des nazis, donc certains cartoons montraient Hitler battu ou effrayé par Staline. Ironie donc lorsqu'on s'est finalement rendu compte des horreurs qui ont été faites sous son régime, j'en conviens. Dans une autre catégorie de cartoons, il y a ceux montrant purement et simplement une grosse parodie/caricature des ennemis eux-mêmes et de leur régime. Tout comme la précédente catégorie, ridiculiser les adversaires des États-Unis semblait être l'un des meilleurs moyens de remonter le moral de la population et des troupes. La précédente catégorie avait aussi ce côté optimiste des héros de la pop culture nationale qui défendent leur pays face aux ennemis. Ici, c'est purement et simplement eux-mêmes et leurs bêtises qui sont mis en avant. L'un des exemples les plus fameux dans cette catégorie doit être The Dictators chez Warner. Réalisé par le peu connu Norman McCabe, ce cartoon montre des caricatures volatiles des leaders adversaires, soit Hitler, Mussolini et Hideki Tojo, dans leur montée au pouvoir de la basse-cour.
aux grandes dames de la Colombe de la Paix, caricature de Franklin Roosevelt, qui finit elle-même par botter le derrière des forces de l'Axe, sans doute en forme d'allégorie en mode « si vous voulez la paix, vous devez préparer la guerre ». Ce cartoon fait partie de ceux qui ne sont pas censurés de nos jours, et encore disponibles à la vente, probablement parce que seuls les leaders subissent la caricature dégradante, contrairement à d'autres cartoons s'attaquant à toute une population. Et justement, à cet égard, ceux qui ont pris le plus cher durant cette période au travers de ces cartoons, et c'est un doux euphémisme, c'est sans doute les Japonais. Autant les cartoons se payant la poire de l'Allemagne nazie se limitaient justement à Hitler et au parti nazi, autant du côté des cartoons se payant la poire du Japon, là, tous les Japonais sans exception en prennent pour leur grade. Et on a la totale côté caricature. Plus on montrait les Japonais comme moches, débiles, lâches, ridicules et incompétents, mieux c'était aux yeux d'une Amérique des États-Unis vengeresse. Parce que oui, évidemment, c'était pas juste pour le fun de déshumaniser les Japonais du jour au lendemain, c'était évidemment en réponse à l'attaque de Pearl Harbor faite dans le dos du pays et qui l'a propulsé dans la guerre. Quelques cartoons sont particulièrement fameux, dans le mauvais sens du terme, pour leur vision absolument dégradante des Japonais qui feraient passer des caricatures qu'on verrait dans South Park comme ultra gentillettes à côté. Popeye en a deux en particulier, Eurosap Mr. Jap, traduit littéralement « Vous êtes une andouille monsieur japonais » pour annoncer la couleur, et Scrap the Japs. Les deux ne sont certainement pas tendres envers les Japonais, et en particulier le premier je pense, montrant les Japonais comme des sournois qui font croire qu'ils veulent la paix alors qu'ils attaquent Popeye dans son dos, et montrant leur flotte complètement miteuse pour faire croire aux spectateurs qu'ils sont complètement incompétents. Warner aussi a ses beaux spécimens, notamment Bugs Bunny Nips the Nips en 1944, voyant Bugs catapulté sur une île envahie par des soldats japonais et cherchant à les éliminer jusqu'au dernier. Des soldats japonais caricaturés évidemment jusqu'au bout des ongles. En plus du combo dentition exagéré et bigleux, ils sont particulièrement braillards, sortent des honorables à tout va, et ont le QI d'une moule. Enfin bon, ce dernier point ne dépayse pas trop des habituels adversaires de Bugs, vous me direz. D'ailleurs, en fait je me trompe, à un moment du cartoon, Bugs se déguise en général japonais, et après quelques secondes, l'un des soldats reconnaît le lapin sous son déguisement. Bon, il lui faut quelques secondes et il faut que Bugs se mette à mâcher une carotte, mais c'est déjà plus perspicace que bien d'autres adversaires de Bugs. Donc je retire ce que j'ai dit, ce cartoon n'est absolument pas raciste envers les Japonais. Oui bon ok, plus sérieusement, pas surprenant que ce cartoon soit banni et impossible à voir sans la magie d'internet. Ouais, vraiment pas surprenant. Mais les copains, ça c'est même pas le pire de la liste des cartoons anti-japonais, non. Je vous présente, toujours de chez Warner, Tokyo Jokyo, sorti en 1943. Le cartoon est une parodie des actualités du pays, qui étaient souvent diffusées au cinéma à l'époque, et se fait passer comme des actualités tout droit tirées du Japon. Et vous l'aurez compris, on a le combo ultime des caricatures racistes envers les Japonais. Je vais pas vous refaire la liste. Mais croyez-moi quand je vous dis que c'est l'un des pinacles de la caricature bête et méchante. Et il y a même pas Bugs dans celui-là, donc on y perd au change. Warner n'a tellement plus voulu en entendre parler qu'il fait partie du domaine public, ce à quoi même Bugs Bunny Nips the Nips avait échappé. C'est vous dire. Mais le pire avec certains de ces cartoons, c'est que, caricatures mises à part, certains de leurs gags peuvent être drôles en réalité. D'ailleurs, si les commentaires sous Tokyo Jokyo sont à croire, certains japonais trouvent le cartoon drôle, justement parce que ça les amuse de voir la vision complètement ridicule que les Américains avaient d'eux à l'époque. Mais bref, vous l'aurez compris, les cartoons montrant une vision déshumanisée de l'ennemi, c'est pas ça qui manquait à l'époque. D'ailleurs, pour en revenir à The Dictators, le cartoon se termine par les oiseaux Hitler, Mussolini et Tojo exécutés, avec un message signalant aux spectateurs que s'ils veulent que cela arrive, tout ce qu'ils ont à faire, c'est acheter des obligations de guerre pour soutenir le pays à leur échelle. Et ça me permet de transitionner de manière tellement bonne que j'en invente des mots vers une autre catégorie de cartoons de propagande, les cartoons à caractère éducatif. Lors de l'implication des États-Unis dans la guerre, il n'était clairement plus question de tourner leur armée en dérision, en tout cas pas de la manière d'un rookie review. Le soutien à la guerre peut être toujours parodié, mais ça doit toujours renvoyer des valeurs positives. Après, il y a des productions purement éducatives, comme par exemple le film documentaire Victoire dans les airs de chez Disney. Oui, je triche un peu vu que c'est un film et non un cartoon, mais il y a toujours de l'animation, alors hein, bon. Ce documentaire a pour but de montrer aux spectateurs l'histoire de l'aviation moderne de ses débuts jusqu'au présent de 1942 et d'expliquer ce qui en fait la force la plus importante, au-delà des forces terrestres et marines, durant la guerre. Ce que je trouve intéressant avec ce documentaire notamment, c'est qu'il explique qu'il ne faut pas sous-estimer les adversaires, ce qui change des cartoons où ils passent pour des incompétents, que battre serait aussi facile que de poster un message haineux envers le cinéma actuel sur Twitter. Il n'est pas défaitiste pour autant, mais explique que tout est une question de stratégie pour avoir une longueur d'avance et remporter la victoire. La victoire dans les airs donc. CQFD. Et comment je pourrais parler de cartoons éducatifs de la Seconde Guerre mondiale sans parler des cartoons de Private Snafu ?
C'est pourquoi je n'en parlerai pas aujourd'hui. Non, plus sérieusement, ils auront leurs vidéos dédiées, donc je les garde pour plus tard. Mais pour la description brève, ce sont des cartoons commandés par l'armée américaine en personne et créés par le studio de Léon Schlesinger, c'est-à-dire les artistes derrière les Looney Tunes, sans que ce ne soit officiellement des cartoons Warner Bros. Et hop, voilà pour le teaser. Mais au final, les cartoons éducatifs sur l'armée elle-même sont assez rares. On retrouve plus souvent des cartoons éducatifs sur l'impact de la situation actuelle dans la vie quotidienne de la population qui n'est pas au front. Beaucoup invitaient le spectateur à acheter des obligations de guerre, donc, qui se vendaient notamment dans les cinémas, et qui permettaient de financer les opérations militaires. Ça pouvait se faire par simple message à la fin d'un cartoon, ou de façon plus frontale, comme par exemple la chanson Any Bonds Today. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. C'était un des rappels que les personnes recrutées dans l'armée n'étaient pas les seules qui pouvaient soutenir le pays face à la guerre, et la population s'est vue bon gré mal gré devoir passer par des limitations et rationnements. Le cartoon The Weekly Reporter, réalisé par Chuck Jones, dépeint la vie courante en période de guerre et ce qui a changé. Le rationnement de la nourriture donc, particulièrement la viande. That'll be $1.19. Les items qui devenaient précieux, et la contribution des femmes, notamment par le biais de postes autrefois exclusivement occupés par les hommes. Mais un cartoon que je trouve particulièrement intéressant, c'est Hellbent for Election. Assez peu connu je pense, alors que c'est le tout premier cartoon produit par le futur studio UPA, et qu'il est réalisé par Chuck Jones encore, temporairement emprunté à la Warner. Il est intéressant tant il est hyper frontal dans son côté métaphorique des élections de 1944, car il met en scène deux trains se faisant la course, chacun représentant un président. Le train moderne nommé Windsor Special, représentant Roosevelt, et le train défaillant nommé Defeatist Limited, représentant Thomas Dewey. Un employé à la gare nommé Joe est chargé de bien régler l'embranchement de la voie de sorte à ce que le train Roosevelt puisse passer et pas le train Dewey, tandis qu'un petit homme rabougri, grimaçant et qui fume à longueur de temps essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir faire passer le train Dewey. Le petit homme est le méchant de l'histoire selon le cartoon, si vous n'aviez pas compris. Le but de ce cartoon était bien sûr d'encourager les spectateurs à non seulement aller voter, mais aussi de voter pour le démocrate Roosevelt, perçu comme celui à même de faire remporter la guerre au pays et de l'aider à s'engager dans la voie du progrès. Parce que rendez-vous compte, le républicain Dewey, lui, apporterait des trucs néfastes comme les prix élevés, les taxes, une sécurité sociale minable et un wagon nommé Jim Crow. Les lois Jim Crow à l'époque étant des lois qui encourageaient la ségrégation raciale. Traduisez, votez Dewey et vous êtes un raciste. L'ironie étant que les lois Jim Crow étaient exploitées des démocrates eux-mêmes par le passé. En tout cas, là encore qu'on approuve la vision unilatérale du cartoon ou pas, il reste intéressant, particulièrement visuellement, ouvrant la voie sans mauvais jeu de mots vers le style qui fera la réputation du studio UPA, et avec la patte Chuck Jones tout à fait identifiable, avec son côté expérimental qu'on retrouve dans plusieurs de ses cartoons des années 40. Je me demande s'il a pu s'octroyer les services de ses dessinateurs habituels de chez la Warner sur le coup. Le cartoon se termine même par une chanson drôlement catchy, encourageant le spectateur à faire son devoir pour le bien du pays en allant voter. Bref, ce sont des cartoons qui encourageaient tout un chacun à soutenir l'effort de guerre, même par les actions les plus minimes. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs, particulièrement chez Warner, même ceux qui n'avaient pas la guerre comme sujet principal, avaient au moins une référence à elle et à ce que ça a occasionné sur la vie quotidienne. Pour tout vous dire, c'est limite plus facile de faire la liste de ceux qui n'en avaient aucune que de lister ceux qui en avaient au moins une. Et justement, j'en profite pour faire un petit détour pour expliquer plusieurs running gags sur le sujet dans ces cartoons que vous avez peut-être déjà vus sans les comprendre. Ou peut-être que vous les avez compris. Mais pour les besoins de la vidéo, on va faire comme si ce n'est pas le cas, hein. Vous serez gentil. L'un des running gags les plus connus dans le domaine, c'est lorsqu'un personnage hurle « Put out that light !» Pour prévenir les éventuelles attaques aériennes de l'ennemi, des exercices d'inspection aérienne s'effectuaient régulièrement, et l'extinction des feux était obligatoire pour que ces exercices se déroulent le plus efficacement possible et ne soient pas parasités. C'est pour ça que des fois, dans ces cartoons, et parfois de façon complètement aléatoire, lorsqu'un personnage allume une lumière ou un feu dans un environnement obscur, il est demandé de vive voix de l'éteindre aussitôt. Le rationnement était souvent parodié dans ces cartoons. Comme je l'ai dit, certains items comme la viande, l'essence, le sucre, le café et les pneus devenaient précieux, et c'est pour ça qu'on peut voir dans certains cartoons des personnages indisposés pour démontrer leur richesse et leur puissance. Ou le fait que ce soit des thésauriseurs. Why, you dirty double-crossing... Food hoarder! She's a food hoarder! Food hoarder!
Pour pallier la limitation de la nourriture, les citoyens étaient encouragés à cultiver leurs propres légumes, et les jardins créés en conséquence se voyaient surnommés Victory Garden. Ils étaient aussi le moyen d'envoyer plus de nourriture aux troupes sur le front. Et la limitation était aussi symbolisée par des coupons de rationnement. La viande par exemple, avec même des jours sans viande, et l'essence, symbolisée par des timbres et autocollants A, B, C et T. La lettre affublée représente la priorité de l'engin concerné et la dose d'essence qu'il est en droit de recevoir, le A signifiant la priorité la plus faible et donc petite dose d'essence, et le T signifiant la plus grande priorité et donc grande dose d'essence. Sorry, folks. We ran out of gas. Yeah, you know how it is with these hay-carts. Le rationnement d'essence poussait ainsi le gouvernement à encourager les citoyens à ne pas effectuer de trajets dispensables avec leur véhicule. C'est pourquoi on entend ou on lit souvent cette phrase durant les cartoons d'alors. Is this trip really necessary, son? Toujours dans les symboles, il y a les symboles 1A et 4F que l'on croisait régulièrement dans les cartoons. Lorsque des personnes passent une inspection pour savoir s'ils ont une bonne condition physique pour éventuellement rejoindre les rangs de l'armée, ils se retrouvent notés avec l'un de ces deux symboles. 1A signifiant qu'ils sont en parfaite condition physique pour le combat, et 4F signifiant qu'ils sont inaptes à rejoindre les rangs. Le soutien se faisait également par la conservation d'items qui pouvaient être récupérés et recyclés pour créer de nouvelles armes et des objets utiles pour l'effort de guerre. Parmi ces items se trouvent le caoutchouc, le métal, l'aluminium et tout ce qui est ferraille. Il y a ainsi quelques cartoons dédiés à l'encouragement pour sauvegarder ces items, comme Inner Tube Antiques chez MGM ou Scrap Happy Daffy chez Warner, et des gags autour du fait que ces items soient économisés. We don't use any ammunition, folks. We save it all for the army. Enfin, la lettre V pour victoire est souvent visible, mais elle est également en général suivie de 3 points et d'un trait, soit le code en morse représentant la lettre V. C'est pourquoi c'est souvent accompagné de l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven pour représenter musicalement ce code. Ouh, voilà, je crois que j'ai fait le tour avec ces gags. Enfin, on n'en a pas encore fini, car je n'ai pas encore parlé d'une autre catégorie de cartoons de propagande, et qui rejoint un peu les cartoons éducatifs. Ce sont les cartoons évoquant de façon plutôt sérieuse la dictature sous ces régimes et la manipulation des masses. Disney a plusieurs exemples fort intéressants, le plus fameux étant le classique Der Führer's Face, avec Donald se retrouvant le temps d'un épisode esclave de la dictature de l'Allemagne nazie, forcé à travailler à l'usine sans relâche et façon taylorisme en concevant des bombes. Une certaine innovation dans les cartoons d'alors, non seulement pour le caractère inédit de retrouver une icône gentille de la pop culture américaine dans les rangs nazis, mais aussi parce qu'il veut faire ressentir aux spectateurs ce que c'est d'être dans la peau d'une personne lambda sous le gouvernement nazi, une situation sur laquelle bien d'autres cartoons ne s'attardent pas. Après, la fin est un petit peu dérangeante à cet égard, alors que Donald se réveille de son cauchemar et dit en embrassant sa statue de la liberté miniature, que tout Américain devrait avoir chez lui d'ailleurs, qu'il est heureux d'être un citoyen des États-Unis. Ce qu'on pourrait presque traduire en « Regardez ce qu'ils vivent sous le régime nazi, et estimez-vous heureux d'être un citoyen de notre beau pays ?» Le tir est en quelque sorte rectifié avec Education for Death, un cartoon qui offre lui aussi une vision de l'homme lambda grandissant sous le régime nazi, mais cette fois c'est un cartoon très sombre et sérieux, à l'exception d'une séquence d'environ 2 minutes ridiculisant le dictateur. Sinon, il nous force à suivre un jeune garçon endoctriné dès son plus jeune âge. Dès les crédits d'ouverture, le cartoon nous dit qu'il nous raconte l'histoire d'un des enfants d'Hitler, et le sous-titre du cartoon c'est The Making of the Nazi. On fait pas plus évocateur, je pense. Sauf quand tu t'appelles Bugs Bunny Nips the Nips. Basé sur le livre du même nom de Gregor Zimmer, ce cartoon est vraiment bouleversant. Le ton est dépressif, les cadres sont étouffants, et l'on voit le pauvre Hans se faire bourrer le crâne avec la théorie de la loi du plus fort. Ces nazis, qui sont ridiculisés dans d'autres cartoons, sont ici décortiqués. Ici on tente de faire comprendre aux spectateurs la déshumanisation et la soumission à laquelle ils sont... soumis. Ça se paye même le luxe de se finir sur une note qui serre le cœur, sans moquerie ou sans dire « Regardez, c'est ces monstres que nous allons combattre pour la patrie ». Juste une demande d'empathie envers ces soldats éduqués pour être envoyés à la mort. Une éducation à la mort donc. D'où le titre. CQFD. Et déjà vu. Du côté des cartoons un peu plus extravagants, on en a deux encourageant la population à garder la tête froide et à ne pas se laisser dominer par la paranoïa en vigueur. D'abord, nous avons Chicken Little, et avant que l'un de vous ne fasse la blague, oui, il s'est inspiré de la même fable que le film Disney du même nom. Donc en plus d'être l'un des plus mauvais Disney, il est en quelque sorte lié à un court-métrage de propagande, pour rajouter de la cocasserie. On y suit un renard qui, pour tenter de dévorer les poules d'une basse-cour, s'aide d'un livre de psychologie, et tente de manipuler le poussin le plus crédule en lui faisant croire que... Le ciel nous tombe sur la tête!
En réalité, ce cartoon a un côté nettement plus intemporel que bien d'autres. Bien que parodiant les méthodes de manipulation du moins intelligent comme passerelle pour générer le chaos, il n'y a pas d'allusion frontale. Mais il a failli y en avoir. Le renard par exemple devait à l'origine carrément lire Mein Kampf avant que ça devienne seulement un livre de psychologie. Certains historiens disent même que la version où il lit Mein Kampf existait bel et bien lors de sa diffusion originelle, mais que ça a été altéré pour les ressorties après la guerre. Mais bon, évidemment, l'analogie reste présente, le renard rusé et le renard manipulateur, avec les victimes se jetant dans sa gueule et tout le monde qui meurt à la fin. Et oui, même chez Disney, on ne nous épargnait pas des fins où tout le monde meurt, croyez-le ou non. En tout cas, cette absence de trop grosse frontalité permet au message toujours pertinent de traverser les époques, et il y a un cartoon disposant des mêmes morales, mais évoquant plus directement le parti nazi dans sa deuxième moitié. Reason and Emotion est un cartoon de 1943, ayant prédit le futur Raison des raisons, également de Disney, personnifiant la lutte entre, vous l'aurez compris, notre sens de la raison et notre sens de l'émotion, qui se livrent dans notre cerveau. Et durant ces deux premiers tiers, le cartoon se présente comme un cartoon éducatif classique, nous faisant suivre des personnes lambda dans le quotidien lambda, et incitant le spectateur à trouver un bon équilibre entre raison et émotion, afin de ne pas se laisser gagner par la paranoïa. Je n'ose imaginer comment les créateurs de ce cartoon auraient réagi s'ils avaient connu la génération Twitter. Le cartoon fait une transition en tout cas pour montrer comment ça marche avec le régime nazi sous l'influence d'un dictateur comme Hitler, qui s'est joué de son charisme pour gagner l'émotion de ses supporters au-delà de leur raison, en se servant justement de ses propres émotions et de la façon dont il les manipule lui-même. Oui, c'est parfaitement compréhensible ce que j'ai dit. Bref, tout cela permet de constater la variété des cartoons de propagande de l'époque alors que la guerre battait son plein. Mais il y a également certains cartoons qui pouvaient avoir l'allure de cartoons anti-militaires. Par exemple le cartoon de Donald Duck The Old Army Game en 1943, détournant déjà les conditions strictes de l'armée vis-à-vis des tentatives de sortie nocturne, et avec une deuxième moitié carrément glauque. Donald croit qu'il a perdu le bas de son corps, et après quelques instants de pleurs, il envisage de se suicider, ne supportant pas l'idée d'être un tel blessé de guerre. Enfin, c'est pas tellement glauque dans la mesure où le spectateur est mis au courant dès le départ qu'il n'a pas réellement perdu ses jambes. Des fois qu'il ne s'en doutait pas de toute manière. Mais ne soyons pas dupes, il y a eu sans doute pas mal de personnes sur le front étant réellement passées par de tels incidents, et c'est là que ça devient glauque. À l'approche de la fin de la guerre, en 1945, Warner nous sort le cartoon Drafty Daffy, réalisé par Bob Clampett. Clampett était quelqu'un de non conventionnel, et c'est pourquoi tandis que chez Fritz Freleng et Frank Tashlin, Daffy participe activement à l'effort de guerre, chez lui le canard est dépeint comme un lâche refusant d'être recruté dans l'armée, alors qu'un homme est censé passer chez lui pour lui apporter une lettre de recrutement. On a la formule texavrienne du personnage auquel il est impossible d'échapper, malgré tous les efforts pour le fuir. D'autant que le plus drôle là-dedans, comme l'historien Jerry Beck le souligne dans le livre des 100 plus grands cartoons Looney Tunes, c'est qu'avec tout ce que déploie Daffy pour mettre le petit homme hors d'état de nuire, s'il faisait la même chose sur le front, il serait vite érigé en héros. Après, j'avoue que j'ignore si le cartoon est réellement anti-militaire ou s'il est justement une décharge contre ceux qui fuient le devoir de guerre, et avec Bob Clampett, c'est encore moins évident à dire. N'empêche que le cartoon se termine avec Daffy en enfer, longue histoire, et pensant qu'il a finalement échappé au petit homme, alors que non. Comme si le cartoon voulait dire que même mort, vous ne pouvez pas échapper au recrutement dans l'armée. Mais pour du cartoon clairement anti-guerre, pas ambigu comme les deux autres, il faut remonter en 1939, un peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, avec le cartoon de MGM Peace on Earth. On y suit des écureuils anthropomorphes, dont un grand-père avec la voix de Mel Blanc, temporairement emprunté à Warner j'imagine, lors du réveillon de Noël, dans une atmosphère chaleureuse et émouvante. Avant qu'on nous apprenne que tout cela se passe après la fin de l'humanité, suite à une grande guerre ayant décimé tous les humains. Ce pourquoi les jeunes écureuils, n'ayant jamais connu les hommes, demandent ce que c'est, puisqu'ils sont dans le refrain de la chanson « Paix aux hommes de bonne volonté ». On a un cartoon très sérieux sur le coup, ce malgré la raison derrière la guerre telle que dépeinte dedans, opposant les pro-viande et les végétariens. Malheureusement, il n'avait pas Twitter pour se défouler, alors ce fut la guerre apocalyptique. Finalement, n'empêche, c'est une belle analogie, puisque de nature, aucune raison pour se faire la guerre et se tuer les uns les autres n'est moins stupide, donc ça renforce le cartoon l'air de rien. Cartoon à la nature définitivement pacifiste. On notera d'ailleurs que tout compte fait, MGM n'avait pas tant de cartoons sur la guerre que ça. Il y a bien sûr le légendaire Blitzwolf de Tex Avery, son premier cartoon chez MGM, dans l'ordre de diffusion du moins, mais c'est basiquement un cas unique, sinon 2-3 cartoons one-shot à côté. Même Tom et Jerry n'ont eu aucun cartoon pur sur la guerre. Enfin, l'exemple le plus proche de ça reste Yankee Doodle Mouse, avec beaucoup de références patriotiques et à la guerre, mais plus dans une vision analogique. Le producteur des cartoons MGM à l'époque, Fred Quimby, ne voulait pas trop faire de cartoons évoquant la guerre, soit en thème principal, soit par référence, parce qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui allait la remporter. Il fallait surtout attendre la proche fin de la guerre pour y retrouver à nouveau des références comme on pouvait en voir dans les cartoons de chez Warner.
Une question intéressante qu'on pourrait se poser, c'est qu'en était-il dans le camp opposé côté animation de propagande? Les États-Unis étant le pays majeur dans la production de l'animation à l'époque, forcément il n'y avait pas énormément de choses. Mais on a quelques pièces intéressantes, dont une réalisée par les autorités de collaboration de Vichy, Nimbus libéré. Il met en scène le professeur Nimbus, un personnage de comic strip français créé en 1934 et très connu à l'époque, écoutant la radio, plus précisément une émission sur la France libre, et s'attaque sans merci aux alliés et aux résistants. Le cartoon, pas Nimbus. Déjà l'émission écoutée par Nimbus et sa famille est menée par une grosse caricature antisémite, et ensuite ce cartoon reprend les diverses icônes américaines justement utilisées dans leur propre cartoon de propagande, pour les retourner contre nous, car ils bombardent la France, dont la maison de ce pauvre Nimbus qui se réjouissait pourtant de retrouver sa liberté et un bon steak frites. Presse F pour le steak frites de Nimbus si t'es triste. L'animation japonaise, qui commençait à pleinement éclore, s'est également essayée à ce petit jeu, et vous savez ce que ça a donné ? Ce qui est considéré à ce jour comme le tout premier long métrage d'animation japonais de l'histoire. Momotaro, le divin soldat de la mer, est un film commandé par le ministère japonais de la marine à but propagandiste, pour renvoyer une image optimiste des troupes du pays et lancer dans leur victoire. Ce film est sorti en 1945, quelques mois avant la défaite du Japon. Mauvais timing. On y suit des animaux tout mignons qui s'entraînent pour conquérir dans la violence une île occupée par les Britanniques, qui avait déjà été envahie par des impérialistes il y a plusieurs siècles. Les Britanniques salement caricaturés aussi, mais bon, c'est quand même de bonne guerre après tout ce que les pauvres japonais ont pris sur la tronche côté caricature. Et j'imagine que ça devrait pas, mais perso j'ai vraiment du mal avec la vision d'animaux mignons prenant part à la guerre et sa violence quand c'est montré de façon sérieuse. J'y arrive pas, vraiment ça me dérange. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que quelqu'un a eu l'idée de faire quelque chose comme ça. Le film met notamment en scène, comme c'est dit dans le titre, toujours CQFD, le personnage de Momotaro, une icône du folklore japonais, qui est un garçon né dans une pêche et destiné à devenir un grand guerrier. Ah, en fait, nous avec nos choux et nos fleurs, on est un gros rip-off de leur légende des enfants dans les pêches et les bambous. N'empêche, les Britanniques sont mal vus dans ce film, parce qu'ils s'approprient et colonisent des îles. Et à côté, les troupes japonaises investissent une île pour en faire leur base, et enrôler les natifs dans leurs forces militaires tout en les éduquant à leur civilisation. Ouais. Oui bon, la propagande américaine n'est pas toujours mieux de ce côté, je dois bien le reconnaître. Il n'empêche que c'est un film fascinant pour son contexte. Non seulement pour son statut de premier film d'animation japonais, mais aussi de long métrage animé de propagande, contrairement au cours habituel. L'animation a des mouvements impressionnants, et le style général marque déjà son originalité par rapport au milieu de l'animation de l'époque. Mais je dois bien avouer m'être assez ennuyé, au-delà des valeurs artistiques. Le film tire en longueur malgré la belle atmosphère du dernier quart d'heure. Ça rime. D'ailleurs, le réalisateur Mitsuyo Seo ne voulait pas faire de ce film un pur film de propagande, et voulait surtout instiller un message d'espoir de paix. Dans un film se terminant par des enfants s'imaginant soldats parachutés, atterrissant sur un dessin à la craie représentant les États-Unis. Ok, admettons. Sinon, ça reste un morceau d'histoire impressionnant. D'ailleurs, elle a longtemps été considérée comme perdue, voire détruite par l'occupation des Alliés au Japon, avant d'être retrouvée en 1983 et de ressortir en 1984. On l'a même restauré à l'occasion de l'édition 2016 de Cannes, pour ensuite le distribuer en Blu-ray, pour son importance dans le patrimoine historique de l'animation japonaise, voire du Japon lui-même. Mais aussi, croyez-le ou non, un studio d'animation fut un jour créé par Joseph Goebbels, sous l'impulsion du Führer. Fondé en 1941, le studio, je ne parle pas allemand merci de votre compréhension, devait être une alternative à Disney, tout en véhiculant donc les idéologies et la propagande nazie. Ils n'ont pu produire qu'un seul film de 17 minutes, Armer & Sea, en 1943, nous faisant suivre un oiseau qui s'ennuie dans sa cage et veut découvrir la liberté et le monde de dehors. Avant de réaliser qu'en fait l'extérieur c'est nul et c'est dangereux, et il retrouve donc joyeusement sa cage. Avec une compagne quand même. Le pitch fut complété de sorte à bien s'accorder avec l'idéologie nazie. En l'occurrence, il encourageait les Allemands à rester en Allemagne et à faire des sacrifices pour le bien de la communauté du peuple, au lieu de faire passer ses envies individuelles d'aventure avant. Le studio plancha sur une autre production qu'il ne finalisera pas à cause de sa chute en 1944. Enfin, il y a eu une autre tentative dans le territoire de l'animation allemande, mais si j'ai bien compris mes sources, c'est pas le même studio, mais ça a une aura tout aussi importante. Der Schneemann, ou le bonhomme de neige, est un court-métrage de 1944 centré sur un bonhomme de neige ayant pris vie, et après s'être amusé un peu dans son cadre hivernal, il se met à rêver de découvrir l'été. Purée, Disney a même plagié l'Allemagne nazie. La loose. J'avoue ne pas savoir si ce court-métrage a un but purement propagandiste. L'idée d'Hitler était notamment de concurrencer Walt Disney, donc ça peut vouloir dire aussi la production de dessins animés qui ont juste pour but de divertir le public dans les salles. Toujours est-il que Der Schneemann est visuellement assez remarquable. L'Allemagne voulait courser les US pour imposer sa patte dans l'animation, donc j'imagine qu'ils y ont mis les moyens autant qu'ils pouvaient.
Les couleurs sont chatoyantes et il y a quelques scènes qui peuvent paraître entre guillemets simples à l'ère de la 3D et de la manipulation de la caméra qu'on peut faire avec, mais qui ont dû être assez retors à faire à la main. Le 2 septembre 1945 marque donc la fin de la guerre avec la signature d'un traité de capitulation par les Japonais, suite au bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima. Les cartoons prenant du temps à se faire, il subsistait encore quelques références à la guerre dans des cartoons sortis après qu'elle soit arrivée à son terme. Mais sinon, la production de cartoons purement propagandistes arrivait à son terme. Enfin en tout cas, propagandiste vis-à-vis de la guerre. Les cartoons prenant l'armée et la guerre comme sujet n'avaient pas complètement disparu, mais on revenait à une moquerie plus généraliste quand ça arrivait. Mais l'écho de la guerre et sa cruauté était encore frais dans les mémoires, et c'est pourquoi le cartoon Peace on Earth dont j'ai déjà parlé a eu droit à un remake en 1955 par William Hanna et Joseph Barbera, Good Will to Men. Peace on Earth, Good Will to Men, suite logique, tout ça. L'avantage d'un remake fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est que ça rend, mine de rien, son fond encore plus impactant, car il prend en compte l'avancée de la technologie destructrice qui a pu être faite pendant la guerre, notamment la bombe atomique. Ce n'est pas ouvertement nommé, mais les deux grosses explosions conduisant à la fin de l'humanité symboliseraient les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. On sent que les mentalités évoluaient donc, et c'est aussi pour ça que la majorité de ces cartoons de propagande commençaient à ne plus être diffusés à la télévision, voire à être donc carrément bannis pour les plus extrêmes. Cependant, leur impact dans la grande histoire ne peut pas être dénié, et d'ailleurs il est reconnu par les générations modernes, même par le biais de références, ou dans le cas de South Park, carrément un épisode entier, avec Oussama Ben Laden pu du cul, le premier épisode produit par la série après les attaques du 11 septembre 2001. Cet épisode reprend clairement le style d'un cartoon des Looney Tunes à caractère propagandiste, avec Cartman qui se la joue Bugs Bunny, Ben Laden réduit à la caricature cartoonesque, ridiculisé avant d'être tué nonchalamment pour rajouter le petit twist South Parkien, et le patriotisme exacerbé des dernières secondes. On sent la volonté de transférer cette animation de propagande dans la société du début des années 2000, à la fois en parodie et en hommage. Car oui, ces dessins animés sont datés et outrageux dans les caricatures la plupart du temps, mais du fait de leur audience à grande échelle, ils ont eu un impact important sur les spectateurs d'alors. Ils sont restés dans les mémoires de par leur volonté non pas seulement de donner du courage, mais de faire rire durant ces heures sombres. On parle même du fait que certains pourraient avoir sauvé les studios eux-mêmes de la faillite, car financés par le gouvernement américain pour faire ces cartoons de propagande, ce qui a dû notamment aider Disney, qui avait récemment subi le four financier total de Fantasia. Et quand tu te dis qu'aujourd'hui Disney est à deux doigts de posséder la Voie lactée elle-même, tu as un peu de mal à croire qu'ils ont failli faire banqueroute fut un temps. Et ce sont également des grands morceaux de notre histoire, donc, qu'il ne faut pas oublier, tout comme il ne faut pas oublier la guerre et ses nombreuses victimes innocentes et vieilles familles détruites en conséquence. Et c'est pourquoi, à défaut de les diffuser à la télévision comme on diffuserait des cartoons plus intemporels, nous devons les conserver et ne pas les faire disparaître. Il ne faut pas tuer le passé, mais le comprendre et tirer des leçons de ses erreurs. Et en plus du reste, ce sont des pièces d'analyse pour les historiens, de l'animation comme de l'histoire avec un grand H. Ces cartoons sont définitivement importants, alors prenons-les avec maturité. Allez, pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un de mes cartoons préférés de cette période, Russian Rhapsody de Bob Clampett en 1944. Ce cartoon est unique parce que le seul personnage vraiment connu qu'on y trouve, c'est Hitler lui-même, tandis qu'il se dirige vers Moscou pour bombarder la capitale en personne, et se fait martyriser en plein ciel par des gremlins du Kremlin qui sabotent son avion en musique. Clampett semblait vraiment avoir un faible pour les gremlins, entre ce cartoon-là et Falling Hair un an plus tôt. Toujours est-il qu'on y retrouve tout ce qui fait le charme d'un bon cartoon de Clampett, le pitch déluré, l'animation expressive, avec une mention pour le travail de Robert Mackinson qui fait un Hitler absolument hilarant en termes d'animation dans son discours au début, couplé à un Mel Blanc qui s'éclatait beaucoup trop à faire le dictateur allemand. Des jeux de mots, une sensation de chaos ambiant, des références qui passeront au-dessus de la tête de l'audience moderne, et c'est aussi un cartoon symbolisant bien le nom Looney Tunes, un vrai délire en musique, avec les airs entraînants en diable de Carl Stalling, qui livre l'une de ses meilleures compositions selon moi. Et beaucoup d'historiens de l'animation ont souligné le fait que les Gremlins sont en fait des caricatures de beaucoup de membres du staff en charge de ces cartoons. On y retrouve Fritz Freleng, Léon Schlesinger, Henry Binder, Chuck Jones, bien qu'il y ait du débat autour de deux Gremlins pour savoir lequel représente réellement Chuck, etc. Du coup, j'aime cette sorte d'analogie sur le fait que les artistes en charge de ces cartoons contribuent eux aussi à la croisade menée contre Hitler par la force de leurs crayons, et de leur voix, et de leur musique, etc. Donc ouais, pour moi, c'est un pur cartoon de propagande tellement déjanté qu'il n'est pas autant victime de son côté daté que la plupart des autres, et se regarde encore très bien aujourd'hui. Et c'est sur cette vision d'un Hitler ratatiné par des gremlins que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'était vraiment intéressant pour moi de revenir sur cette période de l'histoire de l'animation. On se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao! Turn off that light!
The tall man with a high hat and a whiskers on his chin will soon be knocking at your door, and you ought to be in. The tall man with the high hat will be coming down your way. Get your savings out when you hear him shout, any bonds today? Come on and get him, folks. Come on, skip right up and get him.